Parce que je pense que les gens qui me connaissent mon storytelling, mais ces gens-là, c'est pas moi qui veulent connaître. Et je comprends, ils ont un business model de prostitution au clic, et donc ils se prostituent pour des clics. Et Bill Gates, il a sa femme qui a divorcé il y a 5 ans parce qu'elle a appris l'affaire Epstein. Elle a essayé de faire des interviews dans la presse. Il n'y a pas un journaliste qui a pris son article. Et toi, t'en penses quoi? T'aimerais être immortel? Non, ça doit être terrible. C'est vrai? Ouais, ça doit être terrible. Moi, j'aimerais bien. Parce que si tu peux vivre 3000 ans et que tu meurs d'un accident de voiture au bout de 120 ans, au lieu d'être toute la journée à un endroit où je passe mon temps à me dire il n'y a rien qui va, bah autant vivre dans un endroit où je passe ma journée à me dire c'est incroyable, ils sont trop forts. Et c'est ça en fait Dubaï pour moi. On n'a jamais fini en fait. On n'a jamais atteint le succès, on n'a jamais atteint... C'est-à-dire que si t'es vivant, tu peux faire mieux. Hello, Oussama. Hello. Tu commences tous tes podcasts où tu commences déjà à parler, toi, souvent. Et là, il y a une vraie introduction. Ah ouais? Hello, Oussama. Je fais ça, moi? Je savais pas. Non, mais tu sais, t'es souvent dans une conversation et ça record. Ouais, c'est vrai. Écoute, Oussama, je pense que t'es le seul et unique invité de ma chaîne où je vais pas avoir de présentation. Ah, Et d'ailleurs, quand j'écoute des interviews de toi, il n'y a jamais de présentation. Comment c'est possible qu'on n'arrive pas à te présenter ou te pitcher? Tu sais, moi, mon truc, c'est un peu le pitch. Donc, j'aime bien... j'ai enseigné ça pendant des années. Et je vais pas te demander à toi, Oussama Hamar, de te pitcher quand même. Qui es-tu? Que fais-tu? Vas-y. Bah, c'est assez facile. Je m'appelle Oussama Hamar. J'ai toujours été entrepreneur. Depuis 15 ans maintenant, j'ai des entrepreneurs ambitieux à créer des grandes startups. Je l'ai fait à travers The Family pendant 10 ans, en faisant plus de 100 deals par an. Et puis, j'ai décidé, il y a 5 ans, de quitter The Family. Et depuis, je suis un peu plus artisan. Je fais 3-4 startups par an, un peu différemment. Ok. Voilà. Trop bien. Donc, c'est bien. Finalement, tu arrives à te présenter avec ce Moi, que oui. tu fais actuellement. C'est les autres qui C'est les arrivent autres qui pas. C'est arrivent pas. ChatGPT, il arrive même pas à le présenter. Mais c'est intéressant. Pourquoi personne ne te présente plus vraiment, en fait? Je sais pas, parce qu'ils se disent que tout le monde me connaît, mais je pense que paradoxalement, tout le monde pense me connaître, mais personne ne sait vraiment ce que je fais. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai une sorte de célébrité malgré moi avec les réseaux, où je suis quand même très viral, malgré moi. Et donc, les gens se disent, ils savent qui il est, quoi. Ouais, mais tu penses que c'est très viral parce que, genre, on accorde une fascination pour toi ou presque un acharnement? Je sais pas comment tu pourrais le... Aucune idée. Qu'est-ce qui fait... Alors là, vraiment, j'ai aucune idée. Je marche dans la rue en tongs, un mec qui m'agresse, je lui fais un doigt d'honneur, ça fait 20 millions de vues sur TikTok. Ah ouais, tu sais pas. Je sais plus quoi dire, en fait. Hein, tu vois. Mais pourtant, d'un point de vue extérieur, tu sais très bien le faire sur le marketing des autres, par exemple, ou sur le... Enfin, t'es très bon storyteller, mais c'est vrai que vis-à-vis de toi, t'arrives pas à te dire « Mais qu'est-ce qui fait que je fascine les gens comme ça ?» Parce que justement, ça n'a rien à voir avec le storytelling. Parce que je pense que les gens qui me connaissent mon storytelling, mais ces gens-là, c'est pas moi qui veulent connaître. Ils ont pris un objet qui a été construit par la foule et ils se déchaînent dessus, mais c'est pas sur Oussama Hamar. Tu pourrais remplacer... C'est juste que j'ai les bonnes caractéristiques. Je pense que j'ai un nom d'arabe, je suis gros. Donc, si tu veux, ça fait converger beaucoup de tendances, en fait. Mais c'est pas... je le prends pas vraiment personnellement, parce que je pense pas que ces gens-là... ça pourrait être moi, quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. Ben & Jerry. Enfin, c'est intéressant. Ils ont juste besoin d'un punching ball et je suis devenu une sorte de punching ball national. Tant mieux. Enfin, je veux dire, encore une fois, ça n'a pas vraiment de lien avec mes business. Bon, ça rend le moindre voyage à Paris un peu compliqué parce que tu te fais arrêter dans la rue avec des gens qui te prennent des photos mais ils savent pas quitter. Bon, ah ouais? Il y a un côté Mickey Mouse, tu vois. Ouais, ils t'ont juste vu sur un réel et voilà. Exactement. Et donc, écoute, après, il y a des petits avantages. Maintenant, je suis systématiquement upgradé dans les hôtels, Ouais, t'as le dans les restaurant. avions. Ouais. Tu vois, on me traite toujours bien au restaurant en faisant semblant de ne pas savoir qui je suis. Bon. Écoute, c'est pas un mauvais deal. Hein, c'est un deal que j'aurais pas pris de moi-même. Il s'avère que bon... Après, il faut dire que la nature déteste le vide et l'écosystème français est très très vide en personnages. Donc c'est vrai que si tu cherches
Tu vois, je pense que c'est pas pour rien que ça fait 10 ans que ça dure, c'est parce qu'il y a personne qui arrive à me remplacer. Et c'est terrible, en fait, parce que, genre, les mecs sont tous là en mode, en fait, bah, s'ils ont besoin d'un mème, ils ont Oussama, parce qu'ils n'ont pas vraiment d'autres personnes de disponibles pour faire le même. Et c'est dommage, parce que en fait, il y a une espèce de paradoxe, c'est que plus les gens me tapent dessus, moins les gens qui pourraient faire du contenu ont envie de faire du contenu. Moi, j'ai plein d'amis qui sont hyper intéressants, que je leur dis, viens faire une interview, machin. Ils disent, ah non. Ah bon? Ah, bah oui, bien sûr. Bah, bah, on a 27 unicornes en France. Combien de CEO d'unicornes ont fait des podcasts? À part 2-3 podcasts de niche où ils savent que personne ne va regarder. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Et tous, pour le coup, Personne va pour le coup, les 27, je les connais, personnellement. Et les 27, ils me disent tous la même chose. Mais no way. Et il me dit, t'as vu comment t'es traité? On va se faire déchiqueter. Et en fait, la France crée une espèce de cycle de pauvreté constamment où, en fait, comme les gens qui peuvent dire des choses intéressantes et tous nous élever, bah, le gardent pour eux. Résultat, le savoir business bah, ne grandit pas. Non. Résultat, il n'y a que les humoristes et les crétins qui sont là à raconter les mêmes conneries en boucle. T'imagines le nombre d'humoristes qui font des vidéos sur moi? C'est... À un moment, t'as envie de leur dire, les gars, vous n'avez pas des sujets de société plus intéressants? Ouais, c'est clair. Et donc, en fait, eux, ils tournent en boucle. Je pense que... Récemment, j'ai découvert que les gens pensaient que j'étais milliardaire en France. Donc, si tu veux, le niveau d'éducation financière, il est catastrophique. Et donc, tout ça tourne en boucle. Et ça crée un espèce de phénomène où si moi, si j'étais pas si résilient et que je continuais pas à faire du contenu en m'en foutant, bah, je pense qu'on aurait vraiment... Les gens se diraient, auraient une validation en mode, bah, tu vois, faut pas le faire, etc. Et donc, résultat, les seuls gens qui font du contenu et les seuls gens qui peuvent supporter ça, c'est les gens qui prennent l'argent des moldus. Parce que c'est les gens qui ont quelque chose à vendre au public. Et c'est pour ça que 100% du contenu produit en France, il est produit par des gens qui ont un intérêt. Soit ils vendent une formation, soit ils vendent un programme, soit ils vendent quelque chose. Parce que la seule chose qui peut faire résister à ces conneries, c'est de vendre quelque chose. D'ailleurs, je pense le seul à pas vendre de formation et, au grand public et à faire du contenu. Ouais. Bon, moi, j'ai rien à vendre. Parce que j'ai arrêté l'infoprenariat. Mais je reste consultante pour certaines boîtes. Mais un média, le but d'un média, c'est quand même de donner, tu vois, enfin moi, c'est ce que je vois, de pas prendre parti. Et c'est vraiment aussi ce que moi, j'ai envie d'avoir sur le podcast, tu vois, d'avoir plein de gens qui viennent raconter leurs histoires. Les médias qui prennent pas parti, ça existe que sur Internet. Ouais. Non, mais tu vois, où moi, j'aime bien avoir cette position de découvrir une personne. Et je pense pas que ça intéresse qui que ce soit. Je pense pas que les journalistes français soient intéressés par expliquer ce que j'ai fait de bien dans ma vie. Hein. Je veux dire, je crois que j'en suis à quelque chose comme 500 articles sur moi dans la presse française. Ouais. Je crois que j'ai un taux de coverage négatif de 98,9%. Ouais, ils ont besoin. Donc, je veux bien que, si tu veux, il y a des sujets dans ma vie qui posent problème. Mon conflit avec The Family, tu peux t'interroger. Ouais, ok. Mais qu'il n'y ait rien d'autre avec tout ce que j'ai fait. Tu vois, c'est vraiment... Oui. Et puis c'est surtout qu'ils n'ont pas creusé parce que... Mais ils veulent pas creuser. Ouais. Ils veulent pas. C'est pas qu'ils n'ont pas creusé. Ils veulent pas. Ça ne les intéresse pas parce qu'ils savent que ça n'intéresse pas leur public. Et je comprends, ils ont un business model de prostitution au clic. Et donc, ils se prostituent pour des clics. Et donc, ça entretient un peu plus la bêtise des gens. Ça entretient un peu plus la haine des gens. Et en fait, tout ça va finir par converger et péter à un moment où ça va devenir intenable pour les gens. Parce que qu'est-ce que les gens apprennent de ça? Comment les gens se développent? Comment le français moyen va vivre à l'ère de l'intelligence artificielle, des changements de société, des changements économiques, de croire qu'ils sont un pays riche alors qu'ils sont devenus un pays pauvre, de ne pas updater leur situation de pays pauvre mentalement et donc d'avoir les comportements des gens dans les pays pauvres, d'être hustler, d'aller chercher, tu vois... avec l'énergie, bah, ça va être problématique, tout ça. C'est le nivellement vers le bas, en fait. Ah, bah, bien sûr. Alors, et c'est même plus que le nivellement. Nivellement, c'est un peu doux. Là, c'est vraiment, tu vois, la chute, la chute catastrophique. Et de toute façon, tout le monde le ressent. Hein. La France d'il y a 30 ans n'est pas la France d'aujourd'hui. Il faut pas être... pas besoin d'être au RN pour dire ça, tu vois. Tout le monde le sait.
Ouais. Tu as parlé, là, tu parles d'IA, tu vois, de comment les choses vont évoluer. Dernièrement, tu as eu un échange avec Antoine. Et en fait, tu as dit un truc, tu as dit, je sais même plus comment on fait des boîtes aujourd'hui. Non, ouais, Et c'est vrai, c'est intéressant de parler de ça parce que, en fait genre, je me dis, toi qui, quand même, est dedans depuis des années, tu vois, tu as donné des centaines de masterclass, tu vois, les vidéos que vous faisiez avec The Family et tout ça. Si toi, aujourd'hui, tu es en train de dire, je sais plus comment on fait une boîte, c'est que je me dis, bon, faut quand même se questionner. Enfin, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Alors, non seulement je sais plus, et je suis pas le seul à plus savoir. C'est-à-dire Ouais. que si tu regardes le taux de création de start-up dans le monde, il a fait moins 90%. Quand je parle start-up, je parle de boîtes ambitieuses Ok. qui ont une volonté technologique. Donc, si tu veux, tu as les grands laboratoires IA là, qui sont des objets économiques non identifiés, à savoir, ils sont en train de développer des technologies civilisationnelles. Parce que l'IA, c'est civilisationnel. C'est comme l'écriture, c'est comme le feu. Ça change une civilisation entière. Ok. Comme la découverte du fer. Donc tu as 4 boîtes, là, 5 boîtes qui ont accès illimité à l'argent pour créer des boîtes civilisationnelles. Et personne n'a la moindre idée de comment ils vont rembourser. C'est même pas... Il n'y a même pas, si tu veux, les gens se disent, à juste titre, à mon avis, qu'une boîte qui est en train de créer un demi-dieu sur Terre qui va prendre le contrôle de tout, il y a une façon ou une autre on trouvera une façon ou une autre de capter de l'argent, c'est pas très grave, et vaut mieux en être que pas en être. Donc ça capte beaucoup, beaucoup, beaucoup de capitaux. OpenAI, là, est sur le marché en ce moment. Sam Altman est littéralement à Dubaï, là, C'est vrai? ouais, Ouais. en train d'essayer de chercher 100 milliards. C'est quelque chose de lever 100 milliards d'euros. C'est pas rien. Pour donner un peu des ordres de grandeur aux gens, c'est 4 ans du budget de l'éducation nationale française. Ouais. Et ça, c'est une entreprise privée, c'est un mec de 38 ans avec des baskets et un jean et qui va voir des... Ouais. Et il va pas en France voir Macron pour lever cet argent, il va voir des chairs de Dubaï. J'allais te le dire. Donc tu vois, donc en termes de centre de pouvoir, etc., il y a quand même les choses ont pas mal changé, sans qu'on s'en rende compte. Et donc, en dehors de ces 4-5 boîtes-là, ensuite, à l'autre bout de l'économie, tu as l'économie non touchée par l'IA. C'est ça qui est intéressant. Si tu as un resto, une boîte de service, je sais pas, t'es plombier, etc., là, tu as une espèce de situation historique incroyable où tu peux multiplier par 10 tes marges, réduire tes coûts par 2, multiplier ton acquisition par 3, et le tout pour 29 € par mois avec des outils qui devraient être accessibles à la NSA et à la CIA, toi, et qui sont disponibles pour toi pour que tu fasses ta brochure de restaurant avec. Ah, mais c'est dingue. Donc, tu as ces deux pans de l'économie, là, comme ça. Et donc, cette économie non touchée par l'IA et boostée par l'IA, elle est incroyable. D'ailleurs, un truc que j'aurais jamais cru voir de ma vie, Y Combinator, qui est la plus grande startup factory au monde, publie un document tous les ans qui s'appelle Request for Startup. C'est une sorte de document où ils essayent de donner aux entrepreneurs des envies de créer des boîtes sur des thématiques. Et ils essayent un peu d'utiliser leur information et leur vision du monde pour driver les entrepreneurs. Là, ils ont publié un document et ils ont dit, nous, on pense que les 3 boîtes à faire avec l'IA, c'est des agences, réinventer les agences. Ok. Y Combinator, c'est l'endroit où tout le monde t'a dit pendant 20 ans, ne surtout fais pas d'agence. Ah ouais. Surtout pas. C'est le pire business, c'est pas scalable. Et là, les mecs sont en mode, avec l'IA, ça devient intéressant. Ouais. Ils disent, il faut faire des hedge funds, donc de l'argent avec de l'argent. Parce que si l'intelligence devient illimitée et la capacité de raisonnement devient illimitée et que tu n'as plus de limite à l'intelligence, bah, le meilleur endroit, c'est de faire de l'argent avec de l'argent artificiellement. Parce que c'est de l'intelligence pure. Et la troisième, c'est des outils pour les gens qui font les 2 autres trucs. Et donc, tu vois l'espèce de cercle fermé conceptuel. Et ce qui est fou, c'est que tu pourrais dire, ils pourraient poster des trucs en disant l'IA va révolutionner la médecine. Personne ne sait si les médecins vont laisser faire ou pas. Personne ne sait le régulateur. Ouais. Personne ne sait... tu vois, l'IA devrait déjà avoir bouleversé la médecine, mais elle ne l'a pas fait parce que les médecins résistent. Ouais, alors justement, j'avais vraiment envie de parler de ça avec toi parce que j'adore le sujet, moi, de la longévité.
Bon, je suis pas une experte, donc ne viens pas trop Non, me chercher dans ça, ouais. mais j'adore ce sujet-là. Je suis passionnée, je sais pas, je me dis, et je me dis l'immortalité. Et je me dis, là, on parle d'IA et tout. À ton avis, avec la vitesse à laquelle les choses vont, tu vois, là, franchement, en espace de 2 ans, il y a tout qui a changé. Qu'est-ce que tu en penses de ce sujet-là? Donc, soit la longévité, soit, si tu veux, l'immortalité, un des deux sujets, parce que c'est pas le même. Est-ce que tu penses vraiment que dans les 10 prochaines années, on a un moyen de devenir immortel? Parce que ça va Non, tellement vite. je pense pas. Je pense que ça va être un des domaines les plus décevants. Ok. Parce que justement, Big Pharma, Big Corporation et Government Regulator sont en train de limiter dans tous les sens. Je veux dire, ChatGPT se fait... Ah bon? Bien sûr, ChatGPT se fait taper dessus pour pas donner de conseils médicaux. Donc là, ils ont créé une interface qui s'appelle Health, qui est pourrie. C'est-à-dire que t'imagines, ils ont une techno qui sait rendre des diagnostics et ils la limitent d'eux-mêmes, soi-disant, parce que c'est dangereux. Et c'est une sorte de loupe qui dit « va voir un médecin ». Ouais. Alors que tout le monde sait que les IA aujourd'hui sont meilleurs que les médecins. On drop nos analyses. Ouais, mais c'est fini. Là, ChatGPT. tu sais que là, maintenant... Ah, je l'ai fait il y a peut-être 6 mois, ouais. En effet, je l'ai pas fait là. C'est Mais... fini. ChatGPT bientôt te laissera pas faire ça. mais non, mais alors, est-ce qu'ils sont en train de préparer la suite avec... Ils préparent rien du tout. En fait, le progrès n'avance qu'à la vitesse des lobbies. Et le lobby médical ne veut pas de progrès de ce genre-là. Je veux dire, c'est pas une théorie complotiste que de dire que Big Pharma a participé à ne pas laisser les gens développer des santé alternatives depuis 20 ans. Enfin, c'est documenté, on le sait. Alors, effectivement, les conspirationnistes l'ont vu avant nous tous, mais c'est bon, ce débat, ça fait plus vraiment débat. Et pour une raison simple, c'est que ils dépensent tellement d'argent à développer des médicaments qu'ils ont besoin de ne pas avoir de concurrence. Oui. Et aujourd'hui, le problème, c'est que la médecine, cette nouvelle forme de médecine, elle coûte de moins en moins cher. Elle concurrence justement Big Pharma. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est que tu es en train de voir une fracture entre, par exemple, des Brian Johnson avec Don't Die, qui développe son propre labo, etc., et sa propre démarche. Mais, quoi qu'on en dise, qui est quand même très limité. Il est tout petit. Il est tout petit, en moyen. Il n'a justement pas les moyens de Big Pharma. Et Big Pharma qui résiste des cas de fer contre tout ça. Là, en ce moment, tous les gym bros sur Internet sont fascinés par les peptides. Les peptides, c'est un sujet qui existe depuis les années 70. Comment ça se fait qu'on ait mis autant de temps à s'intéresser au sujet? C'est pas naturel. C'est parce qu'il y a énormément de gens qui ont intérêt à ce que tu t'intéresses pas au sujet. Et donc, à mon avis, la question, c'est qui va être le lobby qui va porter. Alors, voilà. il y a deux scénarios. Scénario 1, les IA deviennent vraiment trop folles. Les modèles open source deviennent tellement efficaces qu'en fait, ChatGPT et Claude peuvent te limiter tes résultats médicaux, mais toi, tu installes Kim 4.5 et tu te fais toi-même ta recherche médicale. Et là, bon courage pour Big Pharma de contrôler, parce que Big Pharma peut faire pression sur OpenAI. Peut pas faire pression sur 20 000 mecs qui ont installé un truc. Ouais, mais c'est pas... C'est les private qui vont... ou les fonds, tu vois. Moi, je me dis... C'est pas garanti. Tu crois pas qu'il y en a un, ou plusieurs, ils vont dire, allez, non, on y va sur ce sujet, quoi. Ce que je vois, c'est que c'est un sujet qui fait très, très, très peur aux gens. Parce que l'immortalité, il y a des milliards et des milliards qui sont investis. Peut-être pas pour tout le monde. Ouais. Tu sais, avec ce truc de cryo, là, où tu peux déjà faire congeler ton corps. Ouais. Et dans 200 ans, on verra Inch'Allah si on est vivant. Je suis pas sûr. Personne sera là pour le voir, au final. Je suis pas sûr, mais ouais. Ouais, mais ce genre de société... Toi, t'en penses quoi? T'aimerais être immortel? Non, ça doit être terrible. C'est vrai? Ouais, ça doit être terrible. Moi, j'aimerais bien. À mon avis, tu sais... Mais pas longtemps. J'aimerais être immortel, mais pas longtemps. Genre, voir encore un peu, tu vois. Ouais, tu veux juste étendre ton espérance de vie. Ouais, longévité, ouais, c'est ça. C'est quoi le bon âge pour toi, à ton avis? Ah, je sais pas, 150, 160, ça. Mais attends, parce que là, tu vois, j'ai 36. Je me dis déjà, t'as vu comment les choses, elles ont bougé en 2 ans, en 1 an, 2 ans, au niveau techno, au niveau plein de choses. Là, on va arriver dans une ère où quand même, il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître. Ça va être comment quand on aura 80 ans, toi et moi, tu vois? Tu vois, je me dis, ça va tellement vite. Bah oui, mais justement, est-ce que t'as envie de vivre ça jusqu'à 160 ans? Je sais pas, ouais, ça fait 80 années de plus, ouais. Mais je me dis, j'aimerais bien voir quand même, tu vois, les voitures volantes. On verra. Si ça se trouve, on est la première génération à vivre 150 ans, qui sait? Ou peut-être immortel, je sais pas.
Ouais, bon, de toute façon, l'immortalité, c'est pas l'invincibilité déjà. Donc le problème, c'est que t'auras tellement peur d'avoir un accident que tu vas rien faire. Hmm. Parce que si tu peux vivre 3000 ans et que tu meurs d'un accident de voiture au bout de 120 ans, Ouais, pas cool. tu vas te dire non, bah, en fait, je prends pas la voiture, non, je fais pas la montagne, non, je fais pas de Hmm. sport, non, machin, tu vois. Ça va poser problème. Et l'autre point, c'est que je sais pas comment les gens vont gagner leur vie aussi longtemps. Parce que C'est clair. il va falloir se renouveler en permanence. Et puis, je souhaite pas la. Enfin, je pense que le problème, c'est les jeunes générations. Quand tu vois déjà à quel point les vieux croutons nous dirigent contre nos intérêts alors qu'ils ont que 70 ans, le jour où ils auront 150 ans, Non, mais on les veut plus. c'est-à-dire que tu vas devoir. Quand tu auras 20 ans, tu te diras, ah ouais, dans 130 ans, je serai au pouvoir. Non, Ça va être compliqué. Hein. en fait, il n'y a que l'élite qui peut rester vivant longtemps, tu vois, pas Ouais, les autres. mais même l'élite, ça va devenir Ceux qui ont compliqué. l'argent. Ouais, mais même ceux qui ont l'argent, ça va Ah, c'est devenir vrai. compliqué. Mm, mm. Parce que de toute façon, on est tous le pauvre d'un autre. Donc en fait, qui va déterminer le prix? Pourquoi? Comment? Tu vois, c'est. Euh, tu- dans les standards français, tu es sans doute aisé. Dans les standards de Bayot, tu es extrêmement pauvre. Ouais, c'est clair. Donc tu vois, enfin. Donc si on te dit, en fait, il n'y a que la famille Maktoum qui a le droit de vivre 200 ans. Tu vas dire, attends, quoi? Ouais. Tu vois, donc en fait, quel que soit le seuil qui est choisi, bah, le seuil qui n'est pas choisi va se révolter. Donc c'est intenable socialement. Ouais. Mais toi, tu vois comment les choses là pour les années à venir? Parce Je que trouve ça rien du tout. Alors là, vraiment, s'il y a bien un truc que t'arrives plus je me là. risquerais pas, c'est de dire. T'arrives plus à Franchement, voir. la seule chose que je vois, c'est que historiquement, les bordels et les changements technologiques comme ça ont toujours besoin d'une guerre pour remettre les choses à plat. Ok. Est-ce que pour la première fois de l'humanité, on va s'épargner une guerre? Je vois pas pourquoi. Les mecs sont toujours aussi cons qu'avant, donc Hmm. ils aiment bien. Sur les 20 dernières années, on a créé des joujoux technologiques hors du commun pour faire la guerre. Je pense que tout le monde a envie de les utiliser. Je pense qu'il y a quand même une volonté chez beaucoup de ces élites de réduire la population mondiale. Le malthusianisme, c'est une idéologie très présente chez les élites. Toute forme d'élite pense qu'il y a trop de populace. Et donc, tu vois, il y a quand même cette volonté. Donc tout ça, ça aligne vers des endroits qui sont assez dark, en fait. Hein. Ça fait depuis 45 qu'on n'a pas eu de conflit majeur. Est-ce qu'on peut tenir un cycle de 90 ans, 100 ans sans crise? Historiquement, on ne l'a pas fait. Ouais. Si on y arrive là, on pourra parler de vrais progrès. Et donc, la Chine, les États-Unis sont en train de se répartir le monde, comme on se répartit une équipe de foot. Bizarrement, personne ne veut de l'Europe. Bah, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Hein. On est à vendre aux enchères. Les États-Unis sont prêts. Mais même pas, on n'est même pas à vendre, c'est pire que ça. Les États-Unis sont prêts à abandonner l'Europe pour avoir la Russie de leur côté. C'est ça qu'ils essaient de faire, en fait. Pourquoi ils sont si sympas avec Poutine? Ils s'en foutent de Poutine. C'est juste qu'ils sont obsédés parce que la Russie s'aligne avec les US et pas avec la Chine. La Chine fait tout pour que la Russie s'aligne avec eux, quitte à leur prendre du territoire. Tu vois, en Sibérie, la Chine gagne du territoire. Les Russes vendent leur terrain aux Chinois. Et les Chinois gagnent mètre par mètre carré en Sibérie les forêts pour avoir la ressource de bois, qui est la plus grande ressource de bois au monde, sous contrôle chinois. Donc bon, tout ça est pas. Enfin, à court terme, je suis quand même très 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 pessimiste sur ce qui va se passer, quoi. Mais l'Europe, tu trouves pas qu'on est grave à l'ouest, surtout, en fait? Parce que tu vois, quand tu vas en Asie, ils seront en avance. Ouais, on est grave à l'ouest pour une raison simple, c'est que comme toute nation pourri gâtée, elle a une génération de gens qui n'a pas eu besoin de travailler, qui n'a pas eu besoin d'être à la hauteur et qui vit avec une image héritée du 19e siècle. C'est-à-dire que les Européens pensent avoir des grandes nations parce que ça a été des grandes nations au 19e. Et c'est toujours comme ça hein, dans les cycles historiques, de la même façon que les Chinois, au début du XXe siècle, se pensaient être les maîtres du monde alors qu'ils étaient complètement à l'ouest. Et ils ont périclité jusqu'à devenir l'une des nations les plus pauvres du monde. Ils sont en train de revenir. Ils ont beaucoup d'humiliation à laver. Je pense que les thématiques d'humiliation de pays sont très 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 peu documentées et parlées, mais elles sont réelles. Je pense que
les récits nationaux qu'on écrit, du genre la Chine qui a été humiliée par les Japonais. Je vois pas pourquoi un jour ils se vengeraient pas. Je pense que les Russes ont une volonté de conquête et de restauration de leur empire avec 91 qui est tombé. Je vois pas pourquoi ils se vengeraient pas. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que quand tu vois, quand tu fréquentes les élites, moi j'ai fait des G20 de la défense, j'ai été dans ces cercles les plus petits. C'est la cour de récré. Il n'y a aucune différence entre qu'est-ce qu'on voit dans les emails d'Epstein. C'est tous des lycéens attardés. Ouais, alors la meuf, elle est bonne. Et les mecs, la kermesse, moi j'aime bien dire. Ouais, c'est ça. Et les mecs dirigent des boîtes qui font 40 milliards. T'imagines Bill Gates? Bill Gates, il dirige un empire. Il est à la tête. Il est pratiquement traité comme un chef d'État. Et il est là à demander à Epstein comment faire pour droguer sa femme. Par mail. Par mail. Par mail. À gifvacation@gmail.com. Sur comment, pour pas révéler à sa femme qu'il a pris une MST avec une pute russe. Ah ouais. Et ça, c'est Bill Gates. Ouais. Et les gens, ils ont de l'espoir dans nos élites. Ouais, au moment où on se parle, on nous a annoncé qu'il y avait 3 millions, je te dis, 10 millions de documents qui sont sortis. Et au moment où on se parle là, ça fait juste 3 jours qu'ils sont sur les trucs à dépioter un document par un document. Donc on n'a pas toutes les infos. Mais j'ai hâte parce que quand l'interview va sortir, on aura sûrement un cataclysme qui va se passer. Ouais. Et en off. Ouais, ou pas. Ouais, s'il faut, ça va s'essouffler aussi vite que c'est arrivé. J'ai l'impression qu'on est vraiment en nervous breakdown, tout ça. Moi, je comprends rien. On est tous à cran. Non, mais on comprend rien. Ouais. Mais attends, moi, j'ai une question que je te demandais en off. Je me disais, mais ces mecs-là qui savent qu'ils vont tomber à un moment donné parce qu'on leur dit ça va sortir. Et ils se réveillent au dernier moment. Ils démissionnent ou ils font un truc au dernier... Enfin, moi, je me dis, ça me tue. Le mec, il se dit pas, je suis sur... tu vois, je suis sur la sellette, je vais sauter à tout moment. Et je devrais prendre de l'avance ou en tout cas anticiper. Non, ils sont là, ils attendent. Bon, peut-être que Inch'Allah, ça sortira pas le truc et qu'ils... Enfin... C'est peut-être pour ça qu'ils sont au poste où ils sont. Hein. C'est parce qu'ils ont justement cette mentalité à être complètement delusional. Hein. Ouais. Tout le monde voudrait que la candeur, la profondeur d'esprit fasse réussir dans la vie. Tout ce qu'on voit autour de nous, c'est que c'est pas ces qualités-là qui font réussir. C'est la prise de risque, c'est l'inconscience. Ça fait échouer beaucoup de gens, mais les gens que ça fait réussir, ça fait des biais du survivant. Donc, moi, je pense que quand tu as été tellement habitué à passer à travers les mailles du filet pendant tellement d'années, tu as du mal à imaginer que cette fois-là, c'est la fois de trop. Ouais. Je pense qu'ils sont complètement déconnectés, les mecs. Mais les mecs, attends, tu te rends compte? On parle de milliers de mecs qui parlent à un mec toute la journée par email. Ouais. Sans aucune cryptographie, sans aucune protection. Ils sont cons. Ils sont même plus cons. On est au-delà de cons. Là, c'est vraiment, ils sont sur une autre planète. Ouais. D'impunité, de machin. Là, on apprend que nos élites sont satanistes, qu'ils financent des projets qui n'ont aucun sens, que les scientifiques viennent quémander de l'argent à ce mec-là. Que 2/3 d'entre eux sont pédophiles, mais what the fuck? Ouais. Enfin, c'est bon. Mais c'est grave. Mais moi, en fait, de toute façon, moi, l'affaire Epstein, c'est ma démission avec Le Monde. Je me suis dit, vas-y, ça me concerne pas. Ouais. Je vais aller bâtir mon clan Panther, prendre soin de mes enfants. Nervous breakdown, ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, ouais, non, c'est bon. Mais c'est bon. Pourquoi je devrais me faire chier à participer à ce système qui nous prend à ce point pour des cons? Ouais. Les mecs, en plus, regarde, tous les gens, je me souviens, moi, du Pizzagate. Quand le Pizzagate est sorti et que, genre, le mot de pizza, ce serait un mot-clé pour la pédophilie, on nous a dit que c'était du conspirationnisme, que je sais pas quoi, blabla. Là, dans Jeffrey Epstein, t'as tout. T'as pourquoi on utilise le mot pizza, Vas-y, quoi, c'est bon. Ah ouais? Ouais. En plus, leurs histoires là, de sacrifice humain, de machin. Ouais, et puis les mecs, ils échangent des fucking mails, quoi. C'est la kermesse. Mais est-ce qu'à l'époque, tu crois pas, ils se disaient, les mails, ça restera pas, quoi. S'il faut, ils se disaient que ça n'avait pas de trace. Bill Gates, j'ai envie de te dire, il sont censés être
Ils sont censés être les plus informés au monde. Ils sont censés savoir comment ça fonctionne Gmail. Ils sont censés savoir que Google stocke tout et n'efface rien. Ouais. C'est. Mais donc ils font exprès. Non, ils sont cons. Non, Mais c'est même pas, encore une fois, c'est pas de la connerie, c'est de l'impunité. Ouais. Tu n'as pas. C'est même pas de la folie. C'est pas le mot. Le mot, c'est l'impunité. C'est le syndrome de puissance. Qu'est-ce que tu vas me faire? Je veux dire, Bill Gates, il a sa femme qui a divorcé il y a 5 ans parce qu'elle a appris l'affaire Epstein. Elle a essayé de faire des interviews dans la presse. Il n'y a pas un journaliste qui a pris son article. Elle a essayé de faire des podcasts. Il n'y a personne qui a voulu sortir les vidéos. Elle a fait une espèce de tribune dans un journal canadien. Il y a eu quelques petites reprises. Ah oui, la femme de Bill Gates, elle n'est pas contente, elle a divorcé. Je veux dire, la meuf, ça fait 5 ans. C'est sa femme. Ça fait 5 ans qu'elle crie « Mon mari est un fou furieux. Je l'ai découvert du jour au lendemain. Je me sens trahi. Faites attention. Il ne faut pas lui donner la moindre responsabilité. En fait, il est fou. » Ouais, mais parce que les gens derrière, ils ont trop à y gagner, peut-être. Mais bien sûr. Et puis, ouais, il a beaucoup d'argent, quoi. C'est aussi con que ça, en fait. Et là, tu disais récemment, là, je sais plus, on en parlait, mais là, ça commence à te coûter de revenir en Europe aussi. Ah ouais, genre, je peux plus, en fait. Je peux plus. Ouais, mais en fait, pourquoi t'as quoi, t'as des interviews, t'as du business, mais pourquoi tu pas du tout. Mais J'ai pourquoi que reviens-tu des emmerdes, des convocations Ouais, t'es obligé pour de revenir. urbanisme, pour machin. Enfin, tu vois, ils veulent pas me laisser partir, tu vois. Ouais. Mais non, mais j'espère vraiment ne plus avoir besoin d'aller. D'ailleurs, moi, j'ai pris la décision cette année de switcher mon contenu en anglais. Oui, c'est vrai, j'ai entendu ça. Ouais, c'est bon, quoi. Je passe à autre chose. Ok. T'as vraiment envie de... C'est quoi, c'est comme une page qui se tourne ou... Ouais, je pense. T'as besoin? Je pense que c'est la fin d'un cycle. C'est good. C'était cool. Merci beaucoup pour ce moment. C'était sympa pendant 30 ans. C'était sympa pendant 10 ans. Ouais. 20 ans même. Mais voilà, c'est bon. En plus, j'ai été con. J'aurais dû faire ça il y a longtemps. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Je sais pas. Peut-être parce que je suis pas assez bon. De quoi, en anglais? Ouais. Ou peut-être que, tu vois, j'ai pas voulu me confronter au vrai marché, à la vraie... C'est agréable d'être en Ligue 2. C'est plus facile d'être meilleur en Ligue 2 qu'en Ligue 1. Tu vois, quoi qu'on en dise, je pense qu'en France, je suis relativement impressionnant par rapport à la moyenne. Je ne suis pas du tout par rapport à la moyenne américaine. Donc, ouais, c'est ça. Donc, l'un dans l'autre, je pense que c'était peut-être un trip d'ego de ma part de me dire, autant être le roi d'un petit royaume que, je peux comprendre. que le paysan d'un truc. Mais en fait, c'était une connerie. Mais... J'aurais préféré être paysan, en fait, finalement, d'un grand royaume. Non, c'est ton expérience et c'est ton cheminement. Ouais. Est-ce que t'as pas maintenant une certaine sagesse? Parce que je trouve que, tu vois, par rapport aux interviews, quand je tombe sur toi, tu vois, que j'écoute, je trouve que... Il y a moins de... Tu vois, pas d'émotionnel, parce que t'as jamais été vraiment très, très émotionnel, mais il y a moins de... Là, c'est comme si t'as un peu give up, quoi. Et je trouve que t'es devenu plus sage, plus posé, plus... Écoute, je vis. Ouais, c'est peut-être ça. C'est un vrai phénomène dans la vie d'hier. Ouais. Puis, il y a des choses qui me triggeraient quand j'étais jeune. Quand j'ai créé The Family, j'étais plein de fougue. Tu vois, j'avais envie de me castagner, quoi. J'avais envie de changer les choses, etc. Tu te castagnes pendant 10 ans, t'échoues. À un moment, tu te lèves et tu dis, mais en fait, pourquoi je me castagne? C'est peut-être un peu con. Mais ça a l'air d'être un cycle classique, caricatural, de tous les gens qui ont un jour été rebelles. Et en plus, moi, j'ai compris un truc qui m'a donné beaucoup d'amertume. J'ai aimé la position de rebelle pendant des années. En fait, ouais, c'est ça. Le rebelle, c'est le pire complice du système. Parce qu'en fait, si vraiment t'aimes pas le système, si vraiment tu veux pas être dans le système, tu vas faire un autre système. C'est ça. Tu te rebelles pas. Tu l'ouvres même pas. En fait, quand tu te rebelles, c'est que t'aimes le système. Tu voudrais que le système soit un peu plus vers toi. C'est ça. Et moi, c'est vrai que j'ai vraiment cru que j'allais changer la France, en fait. J'ai vraiment cru qu'on allait créer une autre mentalité, une autre culture. Et on l'a pas du tout fait, tu vois. Mais tu crois pas que tu l'as fait un peu? Non. T'as impacté certaines personnes, quand même. Zéro. Ils sont tous, à la fin, ils sont tous revenus au point de départ.
Il y a qu'à voir la situation de l'écosystème français des startups. Je veux dire, il n'y a pas de générosité, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de pay it forward. 99% des gens que j'ai aidés n'en font rien pour les gens de la génération d'après. Enfin, il n'y a pas du tout le début d'un mouvement. Alors oui, il y a des gens qui ont gagné de l'argent avec les conseils, ça oui, mais il n'y a pas eu de changement culturel profond. Ouais. Et c'était une bataille culturelle, hein, The Family. Hein. C'était véritablement l'envie de faire en sorte. Et encore une fois, c'est pas grave. Je veux dire, en plus, maintenant, je m'en fous. C'était il y a 5 ans. Moi, ça fait 5 ans que j'ai quitté The Family. Il y a un moment, il faut peut-être arrêter d'en parler, quoi. Enfin, c'est aussi pour ça que j'ai envie de switcher en anglais, parce que en anglais, les gens connaissent pas. Ils ont pas envie d'en savoir. Ouais, mais là, tu parles de changer tout un système par rapport à ta contribution que tu as eue. Mais moi, je pense que tu as quand même changé des gens one by one, tu vois. Si tu le dis. Bah, les gens, ils viennent te voir. Tu sais, tu fais tes dîners. Il y en a qui viennent pour toi, pour te parler. Donc, ça, ouais, mais tu les impactes un peu quand même. J'y crois pas. Tu crois pas? Non. J'y crois pas. Je pense que tout ça, c'est une grande illusion. Ok. Je pense que la vraie leçon que j'ai prise, c'est que les cultures sont intégrées entre l'âge de peut-être 6 et 12 ans, que tu peux mimer d'autres aspects, tu peux faire semblant d'être différent, mais à la fin, une fois que tu as chassé chasser la nature, elle revient au galop, ça revient. Ouais, c'est ça. Et que cette structure, tu peux rien y faire. Tu peux changer le vocabulaire, tu peux changer le style. Et en fait, je l'ai compris. Tu vois, je l'ai compris sur un truc, une fois à la con. J'étais dans un taxi aux États-Unis. Il y avait énormément de trafic. Et le taxi me dit, vous faites quoi et tout? Vous venez d'où? Je dis, je viens de France et tout. Il me dit, la France. Vous savez, moi, je pense que vous avez un grand problème en France. Je dis, ah bon, c'est quoi le problème? Il dit, vous avez tué le roi, mais vous n'avez jamais tué la monarchie. Je dis, ah bon, intéressant. Et donc, il commence à me raconter sa théorie. Sa théorie, c'est qu'en fait, la France a buté le roi, c'est appelé République, etc. Mais tout fonctionne comme une monarchie. On a une nouvelle aristocratie. On a remplacé les mecs qui avaient des terres par les mecs qui ont fait l'ENA. On a des symboles forts, un pouvoir centralisé, des rituels, un art de vivre, le bon goût, le mauvais goût. Il m'a dit tous les codes culturels de l'aristocratie sont toujours là et présents. Et malgré la Seconde Guerre mondiale, malgré De Gaulle, malgré la Ve République, malgré tout ça, il n'y a strictement rien qui a changé. Et moi, j'étais en mode, mais putain, il est trop fort ce mec. Et ça m'a vachement travaillé. Et je me suis rendu compte que les VC, ils pouvaient faire des TikTok en France. Ils pouvaient être plus cool, adopter un langage de pirate. Ils pouvaient prendre tous les apparats de la rébellion. Mais au fond, quand Macron les invite à venir dîner pour un petit dîner entre entrepreneurs, ils sont tous là à l'Élysée en train de faire un selfie et en se disant « c'est génial, j'ai été invité à l'Élysée ». Et une fois, il y a une entrepreneuse qui s'appelle Fanny Pécheda. On était à l'Élysée tous les deux. Je faisais une gueule à tirer la tête. Et elle me dit, elle me regarde et elle me dit, Oussama Hamar, le seul mec qui n'est pas content d'être invité à l'Élysée. Et c'est vrai. Et en fait, j'étais pas à ma place, en fait. Et en fait, autour de moi, à The Family, quand Macron venait visiter The Family était plein à craquer. Et en fait, les mecs, ils peuvent dire qu'ils sont rebelles, ils peuvent dire que c'est des pirates, ils peuvent dire tout ça. En fait, ils sont dans cette hiérarchie, ils sont dans ce petit royaume, dans cette petite royauté, et ils attendent que ça, d'avoir Macron qui pose leur regard dessus. Alors, aujourd'hui, Macron, il est moins aimé, ce sera je sais pas qui après, mais on y revient en permanence. Ouais. Et en fait, qui je suis pour critiquer ça? En fait, il y a un moment, ce que j'ai compris, c'est que soit tu participes au système et être le rebelle du système, ce n'est que le clown du système, et tu te crois malin parce que tu te batailles, etc. Mais en fait, à la fin, le système te laisse cette tension où il te laisse gagner et à la fin, il t'écrase. Et c'est tant mieux parce qu'il est le système. Et c'est pas pour rien. Ou sinon, si vraiment tu veux faire quelque chose d'intéressant, tu crées un système alternatif. Tu crées quelque chose d'autre avec tes propres règles.
Et c'est vrai que Maktoum, à Dubaï, il a eu la chance de faire ça de zéro. C'est sans doute le truc qui me rend le plus jaloux du monde, c'est d'avoir le droit de créer un pays comme ça de zéro. Et donc, dans ce cycle de vie, j'ai pas créé de pays. Et je me dis, bah, tu vois, au lieu d'être toute la journée à un endroit où je passe mon temps à me dire, il n'y a rien qui va, bah, autant vivre dans un endroit où je passe ma journée à me dire, c'est incroyable, ils sont trop forts. Et c'est ça, en fait, Dubaï pour moi. C'est que j'ai enfin trouvé ma maison où le matin, je me lève, je regarde la ville et je me dis, putain, ils sont trop forts. Ouais. Je lis le site du gouvernement, je me dis, putain, ils sont trop forts. Je vois Maktoum dans la rue, je me dis, ah, Il est trop fort. chèque, vous êtes trop fort. Tu vois et j'ai envie de mettre un portrait chez moi de lui et tu vois, Il y en j'ai a lu tous déjà ses assez, livres. Il n'y en a pas assez. Il y en a pas assez. Mais tu vois, j'ai pas besoin d'être rebelle en fait pour créer des trucs incroyables. Ouais, mais c'est marrant parce que souvent dans les podcasts, tu fais le parallèle avec Dubaï. En fait, moi, je pars du principe que déjà, en fait, on peut même pas comparer deux choses qui sont incomparables. Comme tu l'as dit, la France, c'est une monarchie. Dubaï, c'est une entreprise. Donc, tu vois, on peut pas comparer déjà ces choses-là. Mais t'en parles souvent. Et tu sais, au début du podcast, je te dis, mais qu'est-ce qui fait que, entre guillemets, t'es fascinant ou t'es clivant peut-être que c'est aussi parce que souvent, on t'entend parler de Dubaï et les gens ont aussi une fascination. Et à l'inverse, ne maîtrisent pas, enfin, tu vois, une fascination pour ce sujet-là qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Ils n'ont jamais foutu un pied ici. Et ils critiquent beaucoup. Et c'est ça qui me fait... Et donc, du coup, le combo Oussama plus Dubaï, alors attention, là, c'est le top du top. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que les gens se renseignent pas par eux-mêmes ou se disent pas... Bon, tu sais, j'ai vu un post LinkedIn hier, la nana, elle met... Bon, je faisais partie de ceux qui critiquaient Dubaï il y a encore 2-3 ans. Et en fait... Là, au mois de mars, je viens une semaine pour me faire véritablement un avis. Et les gens dans les commentaires me mettent trop cool que tu le dises et que tu l'annonces et tout ça. Et qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas plus de mentalité, tu vois, comme ça, de se dire... Alors, je dis pas Dubaï, on peut aller n'importe où, mais tu vois, de se dire, je suis pas cantonnée à mon petit truc français, étriqué. Genre, les gens ne veulent pas s'ouvrir l'esprit. Tout simplement parce que Dubaï, ça représente tout ce que les gens détestent et aiment détester. Tu vois, c'est des Arabes... factuel, qui réussissent, et arabe qui réussit, c'est pas bon pour le logiciel, quoi. Donc ça te fait nervous breakdown, donc les gens se sentent obligés de trouver plein de raisons. Oui, mais les locaux, ils représentent 10%. Oui, mais ça, d'abord, les gens ne le savent pas, et puis en plus, même s'ils représentent 10%, c'est ces 10%-là qui nous ont laissé à tous la liberté de réussir. Ouais, c'est ça. C'est quand même fou qu'une monarchie absolutiste nous ait donné plus de liberté qu'une république représentative. Moi, je ne me lasse pas de l'ironie de l'histoire. Je ne me lasse pas de me dire je me suis fait avoir par le storytelling. Tout est storytelling. Je veux dire, Dubaï a plein de défauts. Oui. Souvent, les gens me disent oui, mais il y a ça. Et ce que j'explique aux gens, c'est que je suis très, très fier d'être dans un pays où j'assume tous les défauts. Je les assume avec grand plaisir parce que dans le trade-off de la vie, je trouve qu'ils ont fait les bons trade-offs. Et si c'est pour me dire qu'en fait, c'est inhumain, etc., je pense que les États-Unis, l'Europe n'ont aucune leçon à donner à qui que ce soit. C'est clair. Sur l'humanisme, sur le traitement des gens, sur ça. Et donc, c'est vrai qu'on est à la veille d'un très grand balai masque. Sans doute parce que la Chine est en train de devenir une puissance dominante qui ne s'excuse pas. Les Chinois sont capables des pires horreurs en t'expliquant que c'est très rationnel. Et ça, c'est très bizarre culturellement pour nous. C'est très, 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 très bizarre pour nous. Et donc, on a eu tendance à juger ça moralement. Sauf que juger moralement en n'ayant pas la force de résister, ça ne tient pas. Et comme ils sont en train de devenir très, très, très forts, aussi forts que les Américains, on va avoir une sorte de balance entre un modèle qui se veut sans aucune gêne et un modèle qui se veut avec toutes les gênes du monde, mais que plus personne vraiment ne comprend, parce que tout le monde sait que c'est hypocrite. Je vais te donner un truc très mondain là-dessus, très, très marrant. Si tu veux utiliser le modèle Sora pour faire des vidéos en API, tu dois passer un KYC avec OpenAI. Tu dois imposer à tes clients un KYC hyper avancé pour vérifier
s'ils utilisent les vidéos pour les droits d'auteur ou pas, est-ce que ça viole la propriété intellectuelle de quelqu'un, est-ce que c'est conforme aux standards d'intégrité, etc. Je ne juge pas, c'est pas une mauvaise chose. Hein. Et il faut déposer 250 000 € de caution pour ça, pour que tu te fasses punir si tu n'as pas respecté les règles. Donc imagine la barrière à l'entrée pour une startup qui veut utiliser le modèle Sora. Pendant le même temps, tu as Seed Dance 2, qui est un modèle qui est vachement mieux que Sora, qui est chinois, qui est gratuit, qui a aucune restriction. Tu fais ce que tu veux. Tu veux faire de la pédophilie dessus? Vas-y, c'est pas notre problème, c'est toi qui l'utilises. Tu veux faire de la pornographie dessus? Allez, vas-y. Tu veux prendre des célébrités et les mettre dans la plus grande base de données pornographiques du monde? Vas-y, fais-toi kiffer, ça nous fait marrer. Et ces deux modèles sont disponibles aujourd'hui dans le monde, dans 2 géographies de serveurs différents, et peuvent être distribués à 100% des utilisateurs mondiaux grâce à Internet. T'imagines le sketch? Ouais. À ton avis, lequel des deux va gagner? Ah ouais. Putain, c'est fou. Et donc, nous, on a un problème. C'est que soit on hurle moralement, ce que je comprends. Hein, moi, l'idée de voir ma tête sur les prochains mèmes en film porno toute la journée, parce que c'est sûr que moi, je vais y passer, tu vois. Ne leur souffle pas l'idée. Il n'y a pas besoin. Je suis sûr qu'ils sont déjà dessus. Donc, tu vois, je suis le premier à me dire, quand même, le modèle Sora, il est pas mal. Ouais. Le monde moral, il a des avantages, tu vois. Mais en même temps, en tant qu'entrepreneur, je suis en mode, les gars, ouais, c'est vrai. vous y croyez vraiment à vos conneries, là? Et en plus, je sais très bien que vous mentez, parce que je sais très bien qu'en fait, vous allez trouver des moyens de faire des boîtes différentes qui vont... Et donc, très dur, ce monde. Et pour tous les gens qui nous écoutent, c'est pour ça qu'en fait... Et c'est moi la grande conclusion de mon cycle, et ce sera la grande thématique de ma quarantaine, c'est qu'en fait, la solution à tout ça, c'est la souveraineté individuelle. C'est de sortir de tout ça, en fait. C'est de plus vraiment avoir besoin, tu vois, tu te dis, bon, est-ce que vraiment j'ai envie de rentrer en bataille de compréhension entre la Chine, les US, prendre parti pour quelqu'un, machin. Et c'est là où Dubaï est très aligné, c'est neutre. Les Chinois sont welcome, les Américains sont welcome, les Russes sont welcome, les Ukrainiens sont welcome. Bon, très bien, c'est cool. Ouais, Il n'y a pas de politique ici, c'est cool. Il n'y a pas de jugement moral. Et le fait de se sortir de ça et d'être très égoïste, et vraiment en mode, tu cultives ton jardin et tu t'en fous de la situation du monde, c'est peut-être la chose qui va nous sauver vis-à-vis de cette situation du monde. Parce que ça va peut-être, tu vois, réduire les tensions. Et peut-être que quand ils se seront tapés dessus et que ce sera la merde partout, les gens regarderont des endroits comme Dubaï et se diront, en fait, c'est pas mal. C'est pas mal la prospérité, la tolérance, la sécurité, la culture. Tu vois. Ouais. Et je pense que... Alors, je les connais pas, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a chez les dirigeants de Dubaï la volonté de créer une sorte de Cordoue moderne. Cet endroit de l'Empire musulman mythique où les juifs, les chrétiens et les musulmans vivaient en harmonie. J'ai l'impression qu'il y a vraiment cette volonté. C'est déjà ça, l'église catholique, elle est à côté. Tu sais, il y a les 3 qui sont alignés à la mosquée. Ouais. Le temple là où il y a les 3. Ouais. Et l'église catholique. Avec le puits de lumière au milieu, c'est très beau. Ouais, mais c'est marrant. Puis, moi personnellement ici, je me sens apaisée, je me sens bien. Tu sais, les portes elles sont ouvertes la nuit, les fenêtres ouvertes. J'ai un ami, j'ai vu une vidéo. Il y a un ami qui m'a montré une vidéo d'un mec sur Instagram qui a pris la mauvaise voiture. Oui, parce que tu laisses tes clés, ouais. Il a la même voiture. Et à un moment, il se dit, merde, c'est pas ma voiture. Il revient. J'ai acheté une voiture, là. Et en fait, le mec, il arrive pour me faire visiter la voiture. Donc, c'était un agent. Et la voiture, elle était garée chez le mec. Et devant, il me dit, you can go inside. Je dis, mais j'ai pas les clés. Il me dit, si, inside. Mais tu sais, sur Jumeirah. Pas dans un parking privé, sur la rue Jumeirah. Donc, normal. Évidemment. Et en fait, la voiture, elle était là. Je disais, ok, j'allais quand même pas faire ça. J'allais vous attendre. Mais c'est marrant, c'est fou. Et en effet, c'est ce côté un peu peaceful. Et c'est un peu la Suisse, la Suisse du monde. Ouais, c'est la Suisse des pays émergents. Ouais.
Merci Oussama pour C'était un cette plaisir. interview. J'ai une dernière question pour toi que je pose à tous mes invités. Avec plaisir. C'est pas une question vraiment extraordinaire. C'est une question qui me tient à cœur parce que j'aime bien savoir qu'est-ce que tu as dans ta tête sur ce que tu te répètes. Un mantra, une citation, une punchline, un truc que tu aimes bien te répéter toi ou aux autres ou aux gens que tu aimes, par exemple. Alors, ça, c'est marrant. Genre, je donne beaucoup de mantras aux autres, pas beaucoup à moi. Mais il y en a un que je me répète parce que c'est un truc d'enfance que ma mère me disait tout le temps. Ma mère me répétait tout le temps. Tu peux faire mieux. C'était un truc... tu vois, j'avais 18, elle me disait « Ah, c'est trop bien, c'est incroyable, tu peux faire mieux. » Ouais, regarde, j'ai fait un site internet et tout. Ah, c'est trop bien, bravo, tu peux faire mieux. Et en fait, il y a chez ma mère ce truc de amour infini, exigence infinie en même temps. Souvent, les gens qui ont reçu des éducations très exigeantes n'ont pas eu beaucoup d'amour. Enfin, toi, le côté un peu genre, tu peux faire mieux. Tu vois. Le mauvais, tu peux faire mieux. C'est pas assez. C'est pas assez, ouais. Celui-là, il est un peu... Mais le putain, c'est trop bien, je suis sûr que tu peux faire encore mieux. Ouais. La double énergie, un peu paradoxale finalement. Célébrer ce que tu as et te dire, vas-y, tu peux Excelsior. Ça m'a marqué. Et alors, j'ai découvert, des années plus tard, en cours de latin, que c'était la devise de l'armée romaine, Excelsior, qui veut dire toujours mieux. Et je me suis dit, putain, ma mère, elle a quand même du Elle style. était connectée. Elle a du style. Donc ouais, donc ça c'est vrai que je crois que c'est le et en plus c'est pas du perfectionnisme parce que le tu peux faire mieux, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui existe. Tu vois, t'as chippé quelque chose et comme tu sais que tu pourras faire mieux, t'as pas honte de commencer alors que c'est pas prêt. Parce que tu vois, c'est double. Il y a un double sens dans le tu peux faire mieux. Ouais, mais tu crois pas que pour un enfant qui reçoit ça, il peut se dire ah, bah, c'est jamais assez, on n'est jamais content de moi. Tu sais, ça peut jouer sur l'estime de soi aussi. Ouais, et je pense que c'est une très bonne chose. Ok. Moi, en tout cas, ça a été très positif chez moi parce que je me suis dit, on n'a jamais fini en fait. On n'a jamais atteint le succès, on n'a jamais atteint. C'est-à-dire que si tu es vivant, tu peux faire mieux. Ouais. Si tu as un jour de plus, tu peux faire mieux. Et quel que soit ton point de départ, tu peux faire mieux. Ouais, c'est clair. Tu vois, il y a un côté très, 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 très magique dans ce mantra. C'est clair. Qui c'est que tu verrais sur mon podcast que tu connais? Ah, c'est une bonne question. Dernière question. Qui c'est que je verrai sur ton podcast? Un francophone. Un francophone. Alors, je sais pas qui t'a reçu, mais... On va voir. mais moi, je trouve que la personne sous-cotée qui devrait parler plus souvent, parce que je la trouve fascinante, sur le marché français, c'est un garçon qui s'appelle Ray et qui est un entrepreneur qui a fait plein de boîtes en France. Il a fait Sound, qui a été une des apps les plus téléchargées du monde. Ok. Il est très sous le radar. Il a fait quelques petites interventions. Ok. Et c'est de loin ma personne préférée. Je te la présenterai. Ah ouais, merci. Et je pense que ce sera cool parce que c'est quelqu'un qui s'est installé à Dubaï récemment. Donc ça montrera de la perspective par rapport à ça. Trop bien. Ouais. Bah, merci beaucoup, Oussama. De rien.